Buongiorno, à nouveau très content d'être avec vous. Alors il faut que je vous dise, il y a quelques mois, là j'étais à Venise en couple et nous avions décidé de visiter un palais. Et là, il y a un vieil homme à l'entrée nous dit non, ce n'est pas possible. Alors je suis déçu parce que je regarde le guide, non, décidément, on peut le visiter, nous sommes dans les bonnes heures d'ouverture. Non, vous ne pouvez pas rentrer. Ah ben, j'essaie d'être sympa, je suis prêt à lui donner un pourboire, je lui explique qu'on vient de loin. Non, toujours pas. Alors, tout d'un coup, un couple arrive, un autre couple, et rentre sans hésiter dans le palais. Alors, moi je décide de les suivre, et nous a laissé faire. Et après, d'autres personnes nous ont suivis derrière. Moi je suis très étonné, je veux dire, comme si ce non, c'était juste par plaisir de dire non. Alors, combien de systèmes, là, continuent d'obéir à des règles qui perdent leur intérêt avec leur temps? On ne comprend d'ailleurs même plus leur fondement, leur raison d'être. Alors ça me fait penser à une anecdote citée par Paolo Coelho dans Le fleuve qui coule. Donc c'est une histoire japonaise, ça me fait penser à ça. Donc c'est un moine bouddhiste, voilà, qui était passionné par les chats et dans toutes ses activités de méditation, il avait un chat avec lui. Bon, quelques années plus tard, le maître est mort. Alors, tous les disciples se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire du chat? Et bien, par hommage, en hommage, hein, par respect du vieux maître, alors, ils ont décidé de garder le chat pendant les pratiques quotidiennes de méditation. Voilà. Des disciples de monastères voisins qui voyageaient partout sont très vite aperçus qu'un chat faisait partie des séances de méditation. L'histoire s'est répandue, voilà, de cette manière. Ils pensaient que la célébrité et la qualité de l'enseignement étaient dues au chat. Bon, c'est vrai que ils oubliaient un petit peu la qualité de l'enseignement de leur instructeur. Et puis, une génération plus tard, on a vu apparaître des traités, des livres portant sur l'importance du chat dans la méditation. Il y a même un professeur d'université qui a fait paraître une thèse, alors validée hein, par l'académie scientifique, comme quoi que le chat avait la capacité d'augmenter la concentration humaine et d'éliminer les énergies négatives. Très étonnant. Le chat est mort, mais ils s'étaient tellement habitués au chat qu'ils se sont débrouillés pour en trouver un autre. Voilà. Et un beau jour, un nouveau maître est arrivé, allergique aux poils d'animaux domestiques. Ah, donc il décidait d'éliminer, enfin d'éloigner les chats des séances de méditation. Alors il y a eu une levée de boucliers, des protestations, des refus, mais finalement on s'est aperçu que l'enseignement était toujours d'une grande qualité. L'histoire s'est répandue, voilà. Quelques années plus tard, on peut dire que il n'y avait plus de chats, ils avaient décidé d'éloigner les chats de leur enseignement. D'ailleurs, tous les monastères voisins ont fait de même, lassés un petit peu de devoir nourrir des chats. Très bien. On a vu apparaître de nouveaux livres, une génération après. Hein, on a vu apparaître de nouveaux livres comme l'importance de la méditation sans le chat, l'équilibre de l'univers avec le pouvoir de l'esprit, sans l'aide d'animaux. Donc en quelque sorte, il a fallu 100 ans plus tard hein, pour que les chats disparaissent complètement des enseignements de méditation et du rituel d'enseignement du bouddhisme zen. Alors en fin de compte, en définitive, c'est pas moins de 200 ans qu'il a fallu pour que les chats ne soient plus présents pendant la méditation. Et pendant tout ce temps, personne ne s'est demandé pourquoi le chat était là. Alors, combien de systèmes hein, continuent d'obéir à des règles qui perdent leur intérêt avec le temps?
Combien de chats inutiles, enfin de règles inutiles, continuons-nous de suivre assidûment et que nous n'avons pas le courage d'éliminer. Enjoy!